Non, C'est bon, super, OK. Bon, on va pouvoir débuter. Donc bonjour à tous. Donc comme je l'avais dit au tout début de ce webinaire, on va vraiment évoquer le sujet RGPD rentrée scolaire. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir une discussion avec, donc 2 DPO, Cassandre et Julia qui sont aujourd'hui avec nous et donc voilà, de discuter autour des sujets, différents sujets, donc soit au travers, du numérique et l'école, des données collectées, que ce soit des données sensibles, des données représentants légaux et cetera. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table, qu'on se présente. Donc pour ma part, Estelle Penin, donc je fais partie, de l'équipe Privacy Success chez Dastra et donc je vais animer, ce webinaire aujourd'hui avec vous. Pour rappel, webinaire qui sera donc enregistré et rediffusé ensuite sur notre blog, Dastra. Je vous laisse la parole, Cassandre et Julia, si vous voulez vous présenter pour, définir vos missions également. vas-y Cassandre. Cassandre Jouy, DPO chez Manche Numérique, récemment arrivée dans la structure. On accompagne les collectivités du département de la Manche en étant leur DPO, en les aidant à se mettre en conformité avec le RGPD. Et du coup, moi, c'est Julia Garcia de Barros. Donc, voilà, on est en train de former Cassandre en l'emmenant un petit peu partout sur le terrain pour devenir une DPO autonome. Bah, écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi puisque ça va intéresser, pas mal de nos utilisateurs, mais pas forcément que des utilisateurs sur, ces enjeux, en tout cas avec la rentrée scolaire et cette collecte, de données personnelles qui a engendré plusieurs débats. On a pu, le voir sur, différents réseaux sociaux et donc pour un peu, voilà, vous dire comment ça va se dérouler aujourd'hui, on a décidé de parler de 3 axes, en tout cas de discuter sur 3 axes. Donc ça va être le numérique à l'école, tout ce qui est données collectées, comme je vous le disais, des élèves, mais aussi des représentants légaux. Et enfin, on finira plutôt sur, tout ce qui est données sensibles, donc fiches sanitaires et cetera. Voilà, donc on va commencer. Donc cette année, c'était vraiment, voilà, 12 millions de jeunes qui retournaient sur les bancs de l'école. Ça fait énormément d'inscriptions. Qui dit inscription dit également, données personnelles et donc RGPD. Et donc le premier point que j'aurais aimé aborder avec vous aujourd'hui, c'était vraiment, vous savez, souvent quand on arrive à l'école, notre première heure de cours, on a cette fameuse fiche de renseignement à remplir et dans cette fiche, on nous demande plusieurs informations qui sont en réalité des données personnelles et donc je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que c'est toujours, d'actualité? Est-ce que, vous, en pratique, vous l'aviez vu, avec, certains départements, collectivités qui mettent encore en œuvre, au sein des écoles, en tout cas? Voilà, ce sujet-là, cette fiche de renseignement, comment vous la traitez en pratique? Quel, traitement de données du coup, est renseigné après avec Dastra puisque vous êtes utilisatrice de Dastra? Nous, du coup, sur ce point-là, cette fiche, c'est pas forcément des choses qu'on pense à nous faire remonter au niveau de nos collectivités. Pour eux, c'est quelque chose de tellement commun qu'ils demandent du Mmh. coup, pour eux, ils n'ont pas forcément le réflexe de se dire qu'il faut signaler au DPO qu'on a cette fiche qu'on fait remplir. Donc c'est vrai que je dois bien avouer que dans les faits, on nous a jamais fait relire une fiche de liaison, que l'école peut transmettre. Parce que les collectivités, nous, considèrent en général que c'est l'école qui gère ce genre de choses. D'accord. Ça ne leur revient pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il existe, on sait très bien qu'une fiche est transmise au début de la première heure de cours. Et on peut demander des choses sur les parents, que ce soit le statut marital des parents, la profession, tout un tas de données qui peuvent paraître un petit peu accessoires, alors que le but de cette fiche, à la base, est surtout de pouvoir avoir des coordonnées de contact et un petit peu de contexte par rapport à l'enfant. Et c'est vrai qu'au niveau du RGPD, on peut se demander s'il est vraiment utile d'avoir toutes ces informations sur l'enfant. Tout à fait, donc du coup, voilà, ça rejoint un peu ma question, c'est vraiment, voilà, est-ce qu'en fait, c'est pertinent aujourd'hui de maintenir une telle fiche puisque l'établissement est censé déjà avoir les renseignements que demande le professeur, en début d'heure? Bah, je dirais que dans certains cas, peut-être pas, parce qu'en plus, on leur crée aussi, selon les niveaux, des profils sur l'ENT. Et est-ce que le professeur ne peut pas avoir accès à toutes ces données via le profil de l'ENT s'il veut communiquer avec l'enfant ou avec les parents, en fait? Donc, avoir cette fiche qui existe avant, heu, pour moi, il faut vraiment justifier l'utilité ou qu'il n'y ait pas d'espace numérique, Mis pour en œuvre? le mettre en place.
D'accord. Et donc justement par rapport à cette numérisation, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fracture sociale aussi? Est-ce que vous l'avez ressenti étant donné que, tout le monde n'a pas forcément accès, à internet, en tout cas pas tout le temps ou pas comme, d'autres élèves qui peuvent avoir accès à internet à la maison en wifi et cetera? Est-ce que vous avez ressenti ça, Parce que je rebondis sur ce que vous disiez. Alors nous, on l'a vécu aussi, on a un peu plus d'informations parce que notre syndicat, c'est nous aussi qui avions la main sur le réseau. Et quand, en fait, quand avec le Covid, quand beaucoup de cours ont été mis en numérique, ont été faits en numérique via l'ONT, le problème, c'est que le réseau n'était pas calibré pour avoir récupéré toutes ces connexions. Et donc, même si tout le monde voulait se connecter chez lui, en fait, ça créait des crashs un petit peu partout. Donc voilà, il y a le problème des réseaux qui n'étaient pas calibrés pour ça et de toutes les personnes à côté où tout le monde n'avait pas forcément de matériel. Donc on a eu, après si tu veux. Oui, au niveau de la fracture numérique, c'est autant pour les élèves, les parents, que même pour les professeurs qui ont travaillé parfois sur leurs ordinateurs personnels et donc qui récupéraient des choses sur les élèves, sur les parents, sur leurs ordinateurs personnels. Et donc ça pose des questions de où vont les données. Et puis, oui, c'est sûr que tout le monde n'avait pas assez accès à Internet, les parents n'étaient pas équipés pour avoir un ordinateur par enfant. Ça a posé des vrais soucis dans la réalité, en fait, la fracture numérique sur plein de points. D'accord. Et donc, en pratique, ça se traduit un peu comment comment dire? Ces inscriptions en fait, je veux dire avec Dastra dans vos traitements, comment vous le traduisez, toutes ces données collectées? On a décidé de traiter la partie scolaire en créant une fiche qui s'appelle, on l'a appelée scolarisation des enfants. Parce qu'en fait, D'accord. on a décidé à la base, on avait juste pris en compte l'inscription scolaire. Mais en fait, mais ça voulait dire qu'on oubliait le côté, normalement, où le maire est censé avoir la liste des enfants qui peuvent être scolarisés sur son territoire. Voilà, ça, c'était une autre partie des responsabilités que souvent on met de côté et que dans beaucoup de collectivités, ce n'est pas forcément fait. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que ça peut être compliqué de tracer sur ton territoire tous les enfants qui sont vraiment qui y habitent, scolarisables, parce qu'il y a des mouvements, des personnes qui qui déménagent. Ces personnes-là, on ne les connaît pas forcément. Enfin voilà, il y a donc oui, on en a fait un traitement chez nous. Mais c'est vrai que la mairie n'est pas forcément au courant de tout et des fois, il faut plutôt aller au contact du directeur, aller voir les directeurs d'école pour avoir toutes les informations pratiques. Voilà. D'accord et ça, c'est une pratique, courante chez vous d'aller du coup rencontrer les directeurs pour avoir les données, ces éléments qui vous manquent, ces informations? Par défaut, c'est plutôt à nous de demander dans ces cas-là, parce que par défaut, on ne les inclut pas forcément dans la démarche tout de suite. Voilà, c'est à nous après d'aller chercher, d'aller demander des rendez-vous. Voilà, D'accord. Et justement, je rebondis sur ce que vous disiez, vous parliez de liste et ça m'a fait penser à, vous savez, ce fameux débat qu'il y a eu, aux écoles. Quand on rentre à l'école, en principe, on a la liste des élèves qui est affichée par classe. Est-ce que ça, aujourd'hui, en fait, quel curseur on va mettre en place par rapport au RGPD puisque, en fait, on affiche les données personnelles des élèves? Et donc quel curseur on met en place? Est-ce que ça fait l'objet d'un traitement particulier, vous, en pratique? Ou est-ce que finalement, vous avez remarqué que les écoles, elles ne mettent plus en place, ces fiches, d'affichage, à l'entrée, en tout cas, à la rentrée? Après, sur ces fiches-là, c'est vrai que c'est pas des choses forcément qu'on remarque toujours, qu'on voit après. Surtout que les collectivités, elles sont en charge, les mairies, elles sont en charge que du primaire. Ouais. Et c'est les fiches d'affichage, c'est peut-être plus le secondaire, le lycée et les collèges qui affichent les élèves, parce qu'en primaire, comme ils sont pas autonomes, c'est pas eux qui vont aller regarder. Il n'y a pas forcément plein de classes. Ils vont dans la classe de CE2, ils le savent, il n'y a pas forcément besoin de liste d'affichage. D'accord, donc pour le coup, ça serait plus pertinent, en tout cas, par rapport à un collège, et c'est une pratique qui se ferait Ouais. encore, mais qui ferait l'objet, donc dans ce cas-là, d'un traitement particulier. Dans ce cas-là, plutôt oui, parce que c'est vrai que vu qu'il y a plus de classes, plus d'élèves, ça peut être justifié de se dire de savoir où va l'élève en affichant Tout à quelque fait. part. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous vouliez évoquer ici, faire partager justement à nos utilisateurs qui nous écoutent? Ou est-ce qu'on peut éventuellement passer au tout ce qui est données collectées, puisque vous parliez tout à l'heure des représentants légaux, du statut marital et cetera? Pour moi, c'est bon. Non, on peut Oui. avancer, il n'y a pas de souci.
Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé donc quand on parlait des fameuses fiches qu'on distribue en première heure de cours, vous avez évoqué le statut marital des, représentants légaux. Est-ce que ça, c'est une donnée que vous collectez aujourd'hui ou est-ce que justement c'est pas du tout pertinent? En tout cas, est-ce que vous le voyez dans les traitements si c'est collecté ou pas? Ou est-ce que vraiment c'est pas pertinent? Eh bien, on ne le voit pas forcément tout le temps. Il y a des choses qui ne sont... Des fois, en fait, on essaye de nous dire, de dire aux collectivités, de nous faire remonter de l'information, Mmh. de nous donner tous les documents, mais c'est vrai que c'est pas toujours des choses qu'on nous donne, en fait. Et donc, je reviens avec cette fiche. Je crois qu'on nous l'a fait presque jamais remonter, ce genre de fiche, la fiche contact. Hier, on l'a vu. On a... On était en déplacement, on l'a vu dans une de nos collectivités. Et ils ne demandaient pas le statut Voilà. marital des parents. Par contre, ils avaient encore écrit père-mère, ce qui n'est pas vraiment du RGPD, qui est plus du détail. Parce que les enfants n'ont pas forcément un père et une mère, voilà. Voilà, c'est des... Mais c'est quelque chose qui se demande moins quand même si Oui. on les voit pas toutes passer. D'accord. Parce que je rebondis sur le statut marital puisque c'est une donnée qui est pas forcément pertinente aujourd'hui. Non. À contrario, la catégorie socio-professionnelle à des fins statistiques, là, c'est une donnée qui peut être Oui. collectée, en tout cas, collectable et qui se justifie par, cette, finalité de statistique. Pareillement, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez, beaucoup cette donnée, donc le numéro de CAF qui est, demandé, en fait, parfois aux, représentants légaux, notamment pour des fins de prestations de cantine à des tarifs, spécifiques? Est-ce que ça vous arrive de rencontrer cette, collecte de données? Oui, ça nous arrive, on a le cas, voilà, parce qu'il y a beaucoup de... Dans les collectivités, certaines préfèrent mettre en place des tarifs préférentiels par rapport à, du coup, en demandant ce numéro CAF, parce que c'est plus facile pour avoir moins d'impayés, voilà, d'avoir des tarifs qui déjà, par défaut, sont plus bas pour les personnes qui ont moins de moyens. Mais voilà, donc, mais on a eu des cas un petit peu à la marge aussi, où des fois, il y a quand même le numéro CAF de demander alors qu'il n'était pas nécessaire. Mais ça a tendance à disparaître, ce genre de cas. D'accord. Voilà. Et Mais quand vous dites: «Il n'était pas nécessaire», ça veut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de tarif spécifique Oui, voilà. proposé et donc dans ces cas-là, voilà, donc il n'y a pas de légitimité, en fait, à demander cette donnée? Voilà, c'était en fait, pour certains, avant, c'était un moyen où ça pouvait être les trésors publics qui demandaient par défaut à collecter le numéro CAF pour pouvoir avoir une liste en cas d'impayé, de pouvoir aller récupérer directement déjà les informations. D'accord et il y a d'autres données comme ça sur les, représentants légaux qui sont demandées? Je pense par exemple à l'imposition, ces éléments-là, qui peuvent être justifiés par une, finalité particulière? Après, c'est à voir s'il y a vraiment une finalité, mais après, je ne sais pas si dans les cas que tu as non, vu passer, toi, si tu en non, as... non, les numéros Ouais. d'imposition, c'est quand même très personnel et les écoles n'ont pas trop d'emprise là-dessus. Mmh. Ça leur sert pas, donc elles le demandent pas. C'est plutôt des choses dans la santé, mais après, c'est des choses plus données sensibles qu'on abordera peut-être en troisième partie Mm. plutôt. D'accord. La fiche d'imposition, je pensais surtout, vous savez, quand on a des activités extrascolaires, périscolaires, ces éléments-là, est-ce que c'est une donnée qui peut être collectable justement pour, vérifier, Alors, peut-être pas l'imposition, on peut peut-être... Qu'est-ce qui peut être demandé? Bah, c'est Encore une surtout... fois, le numéro CAF Non, pour le des numéro tarifs CAF, ouais, différents dans voilà. l'extrascolaire plutôt. D'accord, donc ça va Mais plutôt se non, ce serait plutôt ce d'accord, genre de choses, parce que ça, mis à part, ça peut être une attestation d'assurance plus qu'autre chose au niveau extrascolaire qui peut être demandée, mais tout à fait. voilà, ça n'irait pas beaucoup plus loin, ouais. D'accord. Oui, il y a pas de trop de débordement, en tout cas quand vous traitez, vous faites ces traitements de données, vous voyez pas de collecte vraiment de données qui ne sont vraiment pas pertinentes et donc de devoir après aller, en discuter avec, les établissements concernés? Non, c'est pas les traitements les plus compliqués pour nous en général. C'est juste de D'accord. savoir bien rappeler, ce qui c'est les pratiques, mais après, honnêtement, il y a des cas plus compliqués que ça pour nous. Mmh. Est-ce que vous faites régulièrement de la sensibilisation auprès de ces établissements ou pas du tout? C'est pas le plus non, pas forcément, pas le plus régulièrement. C'est vrai que des fois, on a une première partie d'intervention où on fait de la sensibilisation au début de la démarche, mais après, on intervient aussi surtout à la demande. Quand il y a des, voilà, on leur explique bien qu'ils peuvent toujours venir nous solliciter, mais on pense pas forcément à venir nous solliciter pour rappeler quand il y a un nouvel agent qui arrive, pour rappeler les règles du RGPD. Et c'est des démarches où on essaye de leur inculquer, de leur dire qu'on est là pour les accompagner, les sensibiliser, mais il faut du temps pour que ça rentre dans les habitudes. D'accord, oui.
Très bien. Alors j'avais une autre question sur vous, puisqu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux un débat, donc je voulais savoir en pratique, vous, comment ça se traduisait? C'est sur l'autorisation d'utiliser la photographie d'un élève. Est-ce que vous avez un cas pratique à nous soumettre? Voilà, parce qu'on a vu en fait, cette année en tout cas, les années précédentes d'ailleurs, hein, cette fameuse case pardon, qui est précochée sur l'utilisation de la photographie de l'enfant. Alors même si c'est pas recommandé, et vous allez sûrement pas le recommander aujourd'hui, mais est-ce qu'en pratique, vous voyez cette pratique-là de cases à cocher? Est-ce que, les établissements mettent en œuvre, certaines mesures, en fait, pour protéger l'identité de l'enfant? On a plutôt des bons retours sur le droit Mmh. à l'image, des collectivités parce que c'est quelque chose qui est assez connu depuis un peu plus longtemps, depuis même un peu avant le RGPD quand même et c'est vrai qu'elles demandent des autorisations de droit à l'image, souvent sur les formulaires d'inscription à l'école et cetera et c'est pas précoché parce que c'est vraiment ouais, ils mettent, «Oui, si vous voulez» et vous cochez. On n'en voit pas trop des choses précochées et les mairies, quand elles republient sur les sites, sur les bulletins, font attention, vérifient. On a régulièrement, elles nous disent: «Oui, on regarde si l'enfant, si les parents disent non et ben si c'est une photo de groupe, on le coupe et enfin, on le met pas la photo avec l'enfant» et vraiment, ils font le tri enfant par enfant. Donc c'est plutôt une bonne pratique. D'accord, donc c'est plutôt bien mis en œuvre, en tout cas de ce côté-là, il y a pas trop de difficultés, d'un point de vue RGPD et droit à l'image également. Non, les gens l'ont plutôt bien intégré. Oui et puis ils essayent de faire attention même quand ils prennent les photos, sans mettre l'enfant à l'écart, ils essayent de manière, subtile de prendre la photo sans avoir l'enfant pour lequel ils n'ont pas l'autorisation. Donc voilà, ça en général, c'est bien géré, ce côté. D'accord. Et plutôt d'un point de vue un peu plus du coup, là on passe plutôt sur les données sensibles, un point sur la fiche sanitaire. Comment vous gérez en tout cas, ces éléments-là, toutes ces données sensibles qui sont collectées, avec les établissements, par un traitement, voilà? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous voyez qu'il y a des difficultés sur ces sujets ou dans l'ensemble pareil, c'est plutôt bien géré par les établissements? Cette fiche sanitaire, nous, on en a vu passer. En général, ils ne demandent pas trop de données, en fait. C'est parce que cette fiche sanitaire, certains pourraient avoir tendance à la confondre avec le PAI, à se dire qu'à demander trop d'informations qui seraient plutôt concernées sur un PAI parce qu'il peut y avoir un handicap, parce qu'il y a une difficulté quelconque. Mais la plupart du temps, on se tient à demander de l'info qui est utile ou savoir une allergie sans demander l'origine de l'allergie ou par exemple un régime alimentaire, de demander juste le régime alimentaire. Ça a changé. Je pense qu'avant, il y avait peut-être un peu des formulations qui pouvaient porter à confusion. Maintenant, pour éviter tout problème, je pense qu'ils ont commencé, les formulaires ont beaucoup évolué. Ils vont mettre régime alimentaire sans viande et ils vont pas mettre halal, kasher, des choses qui pourraient inclure des données très sensibles. Ils sont des moyens détournés de ne pas avoir à la communication de données très sensibles comme ça, par exemple. Et ils ne demandent pas non plus les numéros de sécu, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le droit et ils n'en ont pas besoin, en fait, pour hospitaliser des enfants. La CNIL est bien claire là-dessus qu'ils n'ont pas le droit de demander les numéros de sécurité sociale des parents et que, de toute façon, les écoles ont une obligation de soins. Donc, si l'enfant est en danger, ils sont obligés de l'hospitaliser et il sera soigné, peu importe l'accord des parents et le numéro de sécurité sociale. D'accord, oui. Oui, oui, c'est vrai que la CNIL l'avait bien précisé sur ce sujet en tout cas. Et justement tout ce qui est allergie, pathologie, là vous parliez du PAI. Heu, est-ce que vous avez quand même rencontré, dans les établissements, cette fameuse demande, oui voilà, du handicap comme vous le disiez? Ou est-ce que vraiment elles s'obligent à ne pas, poser ces questions puisque justement ça fait l'objet du PAI? Il y a dans les formulaires, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a une phrase qui dit que s'il y a une difficulté quelconque ou dans des cas très spécifiques où un pays doit être établi, du coup, ils ne posent pas la question en fait. C'est aux parents après de se tourner vers l'école pour mettre en place le PAI et poser les questions qui vont bien. Voilà, D'accord. non, j'ai pas revu de cas où le formulaire vraiment posait des questions, on va dire, trop intrusives. D'accord, oui, donc vous n'avez pas de cas en tout cas, là à nous soumettre, qui auraient posé Mmh. des difficultés? Non, tel quel là, non. J'en ai pas vu passer qui vraiment ait pu paraître dérangeant avec des questions qui puissent être déplacées. Non.
D'accord. Est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés, d'un point de vue de conservation? Puisqu'il y a certaines informations, notamment je repense sur fiche sanitaire, vous savez quand on admet un enfant en centre de loisirs et il y a une disposition légale qui interdit la conservation de certains éléments sous forme numérisée. Donc du coup, là, on passe sur un format papier. Comment vous le traduisez, vous, dans votre pratique, d'un point de vue, RGPD et donc remplissement du, registre et cetera? Est-ce que vous liez la fiche dans votre traitement? Est-ce que vous la scannez? Comment vous faites? Si c'est pour alors pour certaines fiches, nous, ce qu'on fait, nous, on la met dans la partie documentation de notre traitement pour pouvoir que tout le monde y ait accès, que ce soit la collectivité ou nous. Parce que c'est vrai que et du coup, si le formulaire est papier, on va le scanner pour le joindre. Voilà, mais après, D'accord. voilà, si le dossier est papier, on ne peut pas y faire grand-chose. De toute façon, les Ouais, mairies sont encore assez papier. il y en a Elles, beaucoup. ça leur pose Ouais, pas de souci d'avoir des dossiers papier. voilà. Certaines ont encore, en fait, certaines, même si elles commencent sur le numérique, il y en a qui ont les doublons, qui ont le côté papier, numérique. Il faut réussir, en fait, à après supprimer et garder qu'une partie, mais ça, c'est pas encore, On est la en cours. Je comprends bien. Alors j'ai vu qu'on avait une question sur, l'autorisation des 2 parents est-elle exigée? Donc je pense qu'on parlait de tout ce qui était, images, vous savez quand on a parlé Oui. cases précochées. Est-ce que vous pouvez Oui. répondre à cette interrogation? En ce qui Ça, concerne les publications internet. eh bien, en fait, c'est que de toute façon, c'est que dans l'autorisation, déjà, il faut bien prévoir tous ces usages, que ce soit s'assurer qu'on met bien toutes les destinations de l'image potentielle, que ce soit Internet, le bulletin Journaux. municipal papier ou ce genre de choses, ou auprès des journalistes. Et au niveau des personnes qui doivent donner l'autorisation, c'est vrai qu'en général, il y a juste une case. En principe, un seul parent Un suffit. seul parent suffit en principe. Mais c'est vrai que j'ai pas vu passer de cas où l'autre parent s'opposait au fait qu'il y ait eu l'image de l'enfant de publier. Mais c'est pas exclu que ça arrive un jour. C'est possible que ça arrive. Donc c'est vrai que là, dans ces cas-là, j'ai pas forcément vu de cas où il demandait explicitement 2 signatures pour s'assurer que que l'autorisation soit bien pour tous. D'accord. Est-ce que ça répond à votre question pour le droit à l'image? Alors je vois qu'il a précisé parce que la jurisprudence est assez restrictive. Alors, c'est vrai qu'en effet, quand on peut avoir les cas, je sais pas, peut-être quand des parents sont divorcés ou que c'est conflictuel. C'est peut-être dans ces cas-là plutôt que ça peut être compliqué s'ils n'ont pas pas tous les deux la même position dessus. Donc je sais pas. Après, ça doit être l'école qui gère ce genre de choses. Pour le moment, l'établissement. de demande de communication, de droit d'opposition ou de retrait. Non, on nous a pas transmis de demande de ce sens-là. Oui, parce que c'est vrai que vous, et pour rappel, hein, vous gérez quand même pas mal de départements, communes, etc. Donc c'est vrai que vous avez vous auriez pu avoir en fait ce genre de situation, mais pour l'instant c'est pas le cas. Non, c'est pas des retours qu'on a eu. Ouais. D'accord. Pour tout ce qui est, alors on a une autre question. Les villes ont-elles passé des conventions tripartites avec l'académie des prestataires d'ETN? TNT, je pense. ENT, oui, je pense aussi que c'était ça la question. Sur les niveaux qu'on a, de toute façon, on a le primaire. Avec l'académie, les prestataires de NT, non, ils n'ont pas de contrat. Donc, quand on leur demande la communication pas forcément. des contrats, c'est un contrat avec l'académie, c'est pas des choses qu'on nous fait ressortir. Voilà, quand on pose la question, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas des choses qu'on nous a transmises et voilà. On essaie peut-être qu'on pose pas les bonnes questions pour eux, mais non, c'est pas. Après, non, l'académie, de toute façon, c'est déjà dans la hiérarchie de l'école. Je pense pas qu'ils aient besoin de passer des conventions avec eux, même. À moins qu'il y ait des sujets spécifiques, mais. Puis en plus, sur du primaire, c'est moins complexe quand même. Il y a moins les accès à l'ENT. C'est plus simple que sur du collège où vraiment les enfants se connectent, etc. Et des cas d'ENT vraiment mis en place sur du primaire, je ne sais pas si on en a eu chez nous. Vraiment peut-être un peu avec le Covid, mais. Mais là, parce que les cas d'ENT, moi, ceux que j'ai eus, c'était au niveau collège. Où on a su où on a été mis au courant, mais après, c'était pas la compétence des collectivités là qu'on suivait. D'accord.
Alors oui, c'est plutôt axé sur les demandes d'exercice de droit. Comment vous allez les traiter? Est-ce que vous en avez déjà reçu? Quel type? Est-ce que vous avez un cas d'usage à nous partager en fait sur les exercices de droit? Alors en exercice de droit, on n'en a pas eu au niveau scolaire, on en a eu au niveau on a eu ça au niveau de communes et de communautés de communes, nous, sur un droit d'accès. C'était du droit d'accès à chaque fois qu'on a eu. Et on en a eu un très spécifique qui était sur l'accès à un dossier médical. Mais ça, c'est vraiment encore un cas. Mais sur un droit d'accès, on en a eu. Et c'est vrai que souvent, les personnes arrivaient, les cas qu'on a eu, c'était que la personne se présentait à l'accueil et elle demandait de but en blanc, donnez-moi tout ce que vous avez comme données sur moi. C'était. Et ce qu'on Voilà. conseille aux mairies, c'est de répondre qu'elles ont le droit de ne pas leur donner tout de suite, elles ont le droit de se poser, de nous prévenir, de vérifier l'identité de la personne, de voir les données qu'elles ont collectées et de les réunir aussi, parce que quand c'est des données papier, machin, faut aller les chercher. Et que même si les gens sont là en physique, il n'y a pas de souci à qu'ils puissent leur dire on va traiter votre demande, mais il faut nous laisser quelques jours quand même. Et du coup, ça leur laisse le temps de nous prévenir pour qu'on puisse les accompagner. Voilà, mais c'est vrai que, mais après, voilà, il y a aussi eu des cas où les demandes d'exercice de droit ont été abandonnées parce que du coup, la mairie leur expliquait qu'elle sera recevable que s'ils font une demande écrite, un courrier ou un mail et qu'ils fournissent une pièce d'identité. Et comme par magie, des fois, certaines personnes ne revenaient pas. C'était. Voilà, donc des fois, le formalisme fait un petit peu peur aussi. Mais, mais non, mais ça peut être compliqué d'y répondre. Ça peut être compliqué d'y répondre parce que quand il faut aller chercher dans chaque service toutes les données, faire des captures d'écran des logiciels, aller chercher, je ne sais pas, par exemple, aller chercher les échanges de courriers qu'il y a eu, ça peut être un petit peu lourd. Il faut aussi savoir, selon les collectivités, il peut y avoir des juristes. Et le juriste, des fois, peut penser faire une bonne réponse en envoyant un courrier. Et nous, on a déjà eu le cas où, en fait, il envoyait un courrier qui était avec de mauvaises informations. Voilà. Et il faut réussir, en fait, à coordonner toute l'équipe, se dire que quand on a une telle demande, mettre en place une procédure. Qu'il n'y ait pas de mauvaises réponses qui sortent et qui puissent engager l'image de la collectivité. Oui, donc pour répondre à la question sur les collectivités, enfin si les communes ont des procédures, C'est dur. elles en ont pas de prime abord souvent, et quand on vient, on essaye de leur donner des bonnes pratiques de procédure ou de leur dire qu'à minima, il faut nous prévenir avant toute chose. Avant de transférer les données, oui. Mais on a des documents qui existent et plus récemment, on a fait un document qui est sous forme en fait comme une petite affiche qui nous a été demandée par une mairie, qui puisse le mettre dans la salle de pause des agents. C'est des choses, c'est des bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir et voilà. Après, tout est bon à prendre pour sensibiliser ou voilà. D'accord. Et justement sur ces pratiques, est-ce que vous auriez d'autres conseils à nous donner aujourd'hui par rapport à ces pratiques que vous parliez? Que ce soit sur une demande d'exercice de droit, le registre, les violations, tous ces éléments-là. Nous, on essaye au maximum de leur expliquer qu'on est leur allié, que le mieux, c'est de nous prévenir, même sur un cas mineur, que ce soit, violation aussi, parce qu'on oublie très souvent de nous signaler une violation, et c'est après, quand on revient les voir, qu'on va faire un point sur des dossiers, qu'on nous dit « Ah, ben en fait, c'est vrai qu'il s'est passé ça cette année, que j'ai pas pu travailler pendant 3-4 jours, que j'ai dû, parce que mon logiciel était bloqué, ou alors je me suis rendu compte qu'au niveau de mon mail, ça ne marchait pas, ou que j'avais envoyé un mail à la mauvaise personne. » Et ça, on essaye de faire passer l'information, comme quoi nous, derrière, on a besoin de le tracer et qu'on peut les aider à corriger certaines choses ou à mettre en place des mesures de sécurité. Mais c'est beaucoup de discussions. Voilà, c'est beaucoup d'échanges. C'est de la pédagogie. Ouais. Donc, mais des fois, il faut bien, ça peut être un petit peu complexe de réussir à leur rappeler. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de sujets comme ceci, les violations, exercice de droit, ou c'est encore quelque chose qui reste plus en retrait dans votre pratique? C'est pas le plus commun. Les violations, on sait qu'il en existe. On sait très bien qu'on a plein de registres de violations qui sont vides, qui ne devraient pas l'être. Mais ça, on les pousse à nous les remonter au fur et à mesure. Ça, bon, ils vont finir par nous communiquer avec nous, on y croit. Mais pour les demandes d'exercice de droit, c'est pas encore le réflexe au niveau des usagers. Je ne pense pas que, en fait,
c'est vrai que les cas de demande d'exercice de droit qu'on a eu, je dis qu'on en a eu, on en a eu 3, hein, sur les 80 collectivités. On en a Voilà. connaissance C'est de peu. 3. Voilà. Mais connaissance de 3 qui ont abouti à une réelle demande. Voilà. Parce qu'il y a eu une ou deux autres fois où des personnes, comme je disais, se sont présentées et n'ont pas voulu faire un courrier formel ou faire un mail pour acter leur demande. Mais voilà. D'accord. Le demande d'exercice de droit, c'est pas encore répandu. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous vouliez partager aujourd'hui? Sur tout ce qui était données sensibles, on a pu avoir connaissance de certaines cantines, peut-être plus niveau collège, qui prenaient les empreintes, alors pas forcément digitales, mais palmaires, donc l'empreinte de la main, des enfants pour manger. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que c'est peut-être possible d'avoir une carte ou des choses qui collectent des données moins sensibles qu'une empreinte palmaire pour les enfants en plus. Enfin, voilà, c'est des choses où on se pose des questions, mais c'est vrai que, pareil, niveau primaire, c'est un petit peu moins courant quand même. D'accord. Et à ce moment-là, vous créez un traitement avec la donnée, je veux dire d'un niveau pratique, vous avez pas vraiment de difficulté, c'est plus sur le questionnement, voilà, est-ce qu'il y aurait pas un autre moyen alternatif, de, pouvoir passer à la cantine sans recueillir, l'empreinte de la main, enfin le contour de la main? Plutôt ce sujet-là. C'est ce genre de sujet, de toute façon, dès qu'il y a un moyen qui est trop intrusif pour les vies privées, normalement, si on suit la CNIL, ils sont censés proposer un moyen alternatif pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'y soumettre. C'est comme tu avais eu ton cas. C'est ce qui s'est passé. Oui, j'ai eu l'occasion de passer le TOEIC pendant le Covid et ils ont mis l'examen en total distanciel et il fallait avoir Proctor Exam, qui est une boîte qui fait de la surveillance sur ordinateur. Faut ajouter quelque chose à son navigateur et ils ont accès à l'ensemble de l'ordinateur. Et en principe, on aurait dû pouvoir avoir une alternative, ce qui n'était pas le cas, hein, alors que c'était pas le premier confinement où les gens savaient, enfin, il s'était passé des choses depuis. Et non, on ne pouvait pas. Et si on n'avait pas un téléphone compatible, si on n'était pas d'accord, on ne pouvait pas passer l'examen. Il n'y avait pas d'alternative, et ce qui n'est pas normal, en principe, mais ce qui arrive. D'accord, oui, même en période de Covid, il aurait fallu proposer une alternative un peu moins intrusive en tout cas, ou au mieux compatible avec tout le monde. C'est ça. Mmh. Oui, parce qu'à ce moment-là, pour rappel, Cassandre, vous étiez en master, Oui. donc étudiante à ce moment-là. Voilà. Et c'est les joies des examens à distance. Compréhensible que les enseignants, et pour la valeur du diplôme, veulent une surveillance, mais quand ils ont accès à l'ensemble de votre ordinateur, l'ensemble de votre pièce, vous filmez intégralement, filmez le bureau, etc., c'est très intrusif et c'est ça ou rien. Donc, c'est quand même très intrusif et restrictif. À ce sujet, je rebondis là-dessus. Quand vous avez des données sensibles collectées sur des traitements, par rapport à des élèves, quelles mesures vous mettez en place de sécurité pour vraiment, sécuriser en fait toutes ces données? Est-ce que vous avez des mesures, qui sont appliquées à tous les traitements, qui sont généralisées? Est-ce que vous avez des mesures particulières en fonction de la sensibilité du traitement que vous mettez en œuvre ou autre élément? Nous, ça va dépendre en fait de la structure concernée parce qu'en fait, on va avoir des grosses collectivités, des très grandes collectivités, comme on peut avoir une petite mairie où ils ont 200 habitants, donc ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Donc c'est vrai qu'on va s'adapter. Oui. Donc on va pas du tout pour une petite mairie, certaines en fait, elles vont nous dire que tous les documents sont autour d'elles. Et voilà, il peut y avoir un seul bureau avec tous les documents dans une armoire qui ferme à clé. Et on se tient à ça, parce qu'on ne peut pas faire plus, parce qu'ils n'ont pas plus de place dans leurs locaux, parce que voilà. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Mais après, quand on est sur des plus grosses structures, par exemple, tout est dématérialisé, là, c'est de se dire qu'on a un logiciel avec des accès restreints, avec des habilitations qui sont revues de manière régulière. Pour avec une politique de mot de passe. Politique de mot de passe aussi. Voilà. Les mesures vont être plus dures selon la taille de la structure. D'accord, oui, donc ça va varier d'une structure à l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a moins de sécurité, si, en tout cas, toutes les procédures sont respectées, en interne. C'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer pour certaines collectivités. On ne peut pas leur demander. D'accord, très bien. Est-ce que, pour tous nos utilisateurs qui sont encore présents, vous avez des questions ou des sujets que vous auriez
aimer soumettre durant ce webinaire? Très bien. Bon, bah, vous avez été plutôt clair alors. C'est très bien, hein. Ravie. Très bien. Non, Bah, mais écoutez, de toute façon, ce webinaire sera proposé donc en replay, comme je le disais au début. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à nous contacter d'Astra ou si vous souhaitez échanger avec Manche Numérique. Vous savez, vous pouvez passer par la communauté d'Astra si vous êtes nos utilisateurs. D'ailleurs, sur la communauté d'Astra, il y a notre journal du DPO qui a été posté récemment, si vous voulez aller chercher. Qu'on publie Voilà. mensuellement. Voilà. Et qui est très bien d'ailleurs. Merci. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Et puis, merci d'avoir été présents avec nous aujourd'hui, Cassandre et Julia. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.